Vous regardez 64 minutes, merci d'avoir choisi TV5 Monde. Place au débat de cette émission. Qui ne connaît pas Walt Disney, ses chefs-d'œuvre, son empire, ses parcs? Était-il génial, visionnaire, obsessionnel, tyrannique? Eh bien, un petit peu de tout cela à la fois. Et pour découvrir cette icône du XXe siècle, il faut aller voir Walt, la folie Disney, une pièce que vous avez co-écrite, Fanny Dupin. Bonsoir. Tout à fait, bonsoir. Co-écrite avec Damien Maric. Alors, ce spectacle se joue à Paris, dans un très joli théâtre, le Lucernaire, jusqu'au 18 janvier. Tout à fait. C'est un seul en scène, avec dans le rôle titre Clément Vieux. Il incarne Walt Disney et il est assez impressionnant, je l'avoue. Voilà, il y a un petit côté dit artiste, cinéma muet, mais on va y revenir. Qu'est-ce qui vous a déjà donné envie de vous glisser, parce que c'est ce que vous faites dans ce spectacle, vous vous glissez dans la tête de Walt Disney? Je suis ravie que vous l'ayez vu comme ça parce que c'est exactement ça le principe. Et d'ailleurs, l'intérêt du Lucernaire, c'est assez formidable parce qu'on a particulièrement l'impression d'être dans l'intimité et dans le cerveau de Walt, dans son bureau, au plus proche de lui. Qu'est-ce qui m'a intriguée là-dedans? C'était un peu comme tout le monde, finalement, je me suis rendu compte que je connaissais pas cet homme. On connaissait tous cette image de l'oncle Walt, mais finalement, cette personne qui a créé quand même un empire, l'empire Disney. Un univers, effectivement. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais exactement. Il existe cet univers. Mais voilà, et c'était un homme visionnaire, qui était très en avance sur les technologies, qui avait une vision très précise de ce qu'il voulait transmettre. Lui, il avait un amour des histoires, l'amour du conte, et il voulait parler aux enfants. Je pense que c'était un grand enfant. Lui-même encore un passeur d'histoire. Exactement, un passeur d'histoire. Il voulait il voulait qu'on dise de lui qu'il était un passeur d'histoire, et c'est comme ça qu'il se présentait lui-même. Et en fait, je pense que ce qui m'a intéressée finalement en creusant, c'est son côté un peu plus obscur, en tout cas ce qu'on connaît pas de lui. Et c'est souvent d'ailleurs comme ça chez beaucoup de génies, en tout cas quand on creuse, etc., la part un peu obscure. L'enfant battu, l'enfance difficile. Et puis après, on va voir le côté très tyrannique, parce que c'est très compliqué de monter ce premier long métrage d'animation. Parce que, en fait, quand on arrive dans ce bureau, effectivement, que vous avez imaginé, c'est pas le Walt, effectivement, débonnaire qui a vraiment fait fortune. Il a déjà inventé Mickey. Et c'est un peu obsessionnel. Son frère lui dit « Mais fais ton Mickey, ça marche, vas-y, vas-y ». Exactement. En fait, Mickey, à l'époque, c'était des courts-métrages. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on a un peu du mal à se remettre dans ces conditions-là. Mais à cette époque-là, les gens allaient au cinéma pour voir des courts-métrages. Et les courts-métrages étaient vraiment la clé. C'était une succession de courts-métrages. Et les gens venaient voir Mickey pour rire, etc. Et c'était un énorme succès. C'était déjà mondial. Il avait même commencé à faire du merchandising, ce qui était complètement fou. Et ça, encore une fois, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que même lui était il a commencé en fait à faire le merchandising alors que ça n'existait pas, quoi. Ils ont inventé les peluches, les montres. Enfin, ils ont fait. Ils ont commencé à développer. Exactement les céréales, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et son frère lui disait, on fait de l'argent avec ça, pourquoi tu vas encore aller plus loin, contente-toi de ça. Et lui, il avait compris que les courts-métrages, ça allait pas durer, puisque les longs-métrages commençaient à fonctionner maintenant. Alors c'était du noir et blanc, c'était du muet, et puis le son a commencé à arriver, et il a vu que les courts-métrages allaient très vite disparaître des écrans. Il l'a senti, et il s'est dit, si on veut continuer à exister et à être le clou du spectacle, il faut qu'on passe au long métrage. Mais ça a été une bataille, et c'est aussi ce qui se joue dans votre pièce. Voilà, et on va regarder justement un moment où Walt Disney, il est aux prises avec son banquier. Il faut le convaincre, parce que c'est de plus en plus cher en fait ce long métrage. Nous allons révolutionner l'industrie du cinéma. Nous allons changer le monde, Monsieur Rosenberg. Nous allons entrer dans une nouvelle ère. Alors, installez-vous bien confortablement et laissez-vous porter. Il était une fois une jeune princesse qui s'appelait Blanche-Neige. Et c'est amusant, à un moment dans la pièce, il dit « Blanche-Neige, c'est moi, chut,
Voilà, ce petit côté, c'est vous, ça, c'est le clin d'œil à Flaubert, à Madame Bovary, évidemment, Alors, héroïne emblématique. Très sincèrement, je pense que c'est ce qu'il était, c'est-à-dire qu'il a mis énormément de lui dans tous ses films. En tout cas, c'est comme ça que et avec Damien, on l'a ressenti. Et donc, Blanche-Neige, je pense qu'il y a mis son enfance à Marceline, ses plus belles années quand il a grandi dans la campagne, dans la forêt, qu'il a vécu avec les animaux. C'est les quelques années qu'il a eu où il a eu droit à une enfance, en fait. Et donc, c'est comme ça qu'on l'a interprété, c'est-à-dire qu'il a mis énormément de lui dans cette histoire. Et c'est sa mère aussi qui lui racontait ses contes. Mère. Exactement. Alors, de ce qu'il racontait, c'est que sa mère lui racontait chaque soir un conte des frères Grimm. Et visiblement, Blanche-Neige, elle était son préféré et c'est celui qu'il réclamait le plus souvent. Et Blanche-Neige, donc, il va sortir le 21 décembre 1937, mais ça aura duré 4 ans. Oui. Et 1,5 million. 280, oui, c'est ça. de budget. C'est énorme. En fait, on voit que c'est colossal pour l'époque. C'était énorme. Il avait estimé à 250 000 $. Il avait fait un calcul rapide. Il s'était dit, un court-métrage, ça me coûte tant. Si on le transforme en long-métrage, en gros, ça sera multiplié par 7, par 10. Et il avait fait son calcul comme ça en se disant, ça fera 250 000 $. Et en fait, c'était impossible de tenir les délais parce que il avait une idée extrêmement précise de ce qu'il voulait. Il voulait absolument pas que ce soit une énième comédie ou juste un cartoon. Il voulait que ce soit un film. Et son rêve, c'était d'être nommé aux Oscars dans la catégorie des longs métrages et pas des longs métrages d'animation. Et je crois que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Il y a une catégorie spécifique. Donc le rêve de Walt Disney n'est pas arrivé encore à terme, mais sait-on jamais. Et c'est vrai que c'est ce qu'on découvre dans cette pièce, c'est que Walt Disney, il s'approprie le conte de Grimm, mais il y rajoute beaucoup de choses personnelles, comme vous l'avez dit, ou même il va avoir du côté de Shakespeare pour la méchante reine. On s'en souvient de cette méchante reine. Et pour le baiser. Et pour le baiser à la fin, c'est Roméo et Juliette, en fait, quand le prince se penche sur Blanche-Neige et qu'elle est endormie, c'est Roméo et Juliette, en fait, il est allé chercher ça là-bas. En fait, il est allé piocher et il a référencé tout le temps. Il a constitué une énorme bibliothèque pour ses salariés. Il est allé chercher des livres à travers l'Europe parce qu'il était très inspiré par l'Europe, le vieux continent, comme il l'appelle. Et il leur a fait visionner du cinéma muet en boucle, Nosferatu, Keaton, Chaplin. Et pourquoi ça? Parce qu'effectivement, c'est expliqué dans votre pièce, mais pourquoi cette obsession du cinéma muet? C'était pour retrouver des expressions? Exactement. Parce que pour lui, dans l'animation, il fallait aller chercher les expressions pour faire ressentir les émotions, parce que ça reste du dessin animé, donc c'est plus difficile de faire parler des images. Donc il fallait que ce soit très expressif et très juste. Il voulait que ce soit précis, il voulait que les gens puissent se retrouver dans Blanche-Neige, il voulait que les gens pleurent, il voulait que les gens crient, que les gens aient peur, et donc il voulait que ce soit réel, le plus réel possible. Et là, il y a un travail effectivement intense avec toutes ces équipes. Et dans la mise en scène de Victoire Berger-Perrin, elle rend bien l'atmosphère de l'époque. Alors vous l'avez dit, ce bureau avec aussi la façon de s'habiller de l'époque, la secrétaire et tout. Et aussi l'atmosphère avec l'univers de Disney, avec simplement des jeux de lumière avec la forêt qui apparaît, la musique très importante dans le spectacle. Splendide. Ça, quand vous écrivez, parce que vous avez co-écrit cette pièce, vous avez pensé à la musique? Non. Alors, on voulait que la musique, dans notre imaginaire, on voulait que la musique soit dominante quand même, parce que Disney... tous ces films sont musicaux. Ah bah oui, donc la musique avait une importance essentielle dans sa vie et dans ses films. Donc nous, on l'avait imaginé comme ça. Maintenant, quand on donne un texte à un comédien et un metteur en scène, quelque part, on abandonne notre bébé et on laisse faire les professionnels. Oui, c'est vrai que en tout cas, les clins d'œil aussi à cette époque du cinéma, l'expressionnisme, c'est vraiment, c'est totalement assumé et c'est extrêmement, c'est bien réussi. La mise en scène est très élégante, c'est vraiment magnifique. Je trouve qu'ils ont fait un travail exceptionnel. Il y a une équipe artistique derrière nombreuse. Et la scénographe Juliette Azopardi qui a fait un travail superbe avec son bureau en W qui est incroyable. Oui, effectivement, avec effectivement son prénom. Alors il y a aussi cette citation, il faut créer l'enchantement. C'est vraiment un mantra pour Walt Disney. C'est ce qu'il a toujours essayé de faire dans ses films, mais aussi dans ses parcs, toute sa vie. Toute sa vie. Je pense qu'il a cherché toute sa vie à créer l'enchantement et à faire rêver les enfants. Je pense qu'il avait besoin lui-même de rêver.
Et il a passé sa vie à courir après l'enchantement. D'abord les films, ensuite les parcs d'animation. Et derrière, il est mort avant, mais il avait pour projet de créer la ville parfaite, Epcot. C'était son nouveau grand projet délirant, hein, faut le dire. Il avait fait les plans, etc. Aujourd'hui, Epcot est devenu un parc d'attractions. Mais son but, c'était de créer une ville absolument parfaite, avec sous bulle, je crois. Et le but, c'était de gérer la température, hein, de gérer absolument tout. Les voitures étaient en sous-sol, que dehors, il n'y avait que des arbres, les maisons. Enfin, c'était un monde parfait. Mais alors, un monde parfait qui demande beaucoup d'exigences, très, très pointilleux, colérique aussi, enfin, dans votre vision de Walt Disney. Limite tyrannique, limite non, totalement tyrannique. On va regarder un autre extrait. C'est moi le patron. C'est moi qui décide. Vous ne faites pas ce que vous voulez. C'est moi qui décide. Cette pomme doit l'appeler. Elle doit l'envoûter. Elle doit voir refléter son beau prince. Chaque spectateur doit être hypnotisé, comme ensorcelé. Chaque spectateur doit avoir envie d'y goûter. C'est ça. Je veux que chaque spectateur ait envie de croquer dans cette putain de pomme. Donc, effectivement, il était comme ça et ça explique aussi son succès. Alors ça, je ne me permettrai pas de dire ça, mais je pense qu'il avait une vision extrêmement précise et que tout était déjà écrit et dessiné dans son cerveau. Et qu'il a eu l'intelligence de dire qu'il n'avait pas le talent suffisant pour réaliser ce que lui avait en tête. Donc il est allé chercher les plus grands artistes de tous les États-Unis et donc il a passé 4 ans à essayer de transmettre ce qu'il avait en lui. Et je pense que c'était une souffrance énorme pour lui et que du coup il s'obstinait à essayer de transmettre ce qu'il ressentait, ce qu'il avait comme vision précise. Et il voulait que ce soit un chef-d'œuvre. Donc, il était prêt à tout jeter, à tout balayer. Même les seules scènes montées au bout de 3 ans, allez, c'est pas grave, ça partait à la poubelle. On recommençait jusqu'à ce que ce soit absolument parfait. Et c'est assez marrant parce que les artistes qui ont travaillé avec lui à cette époque disaient que oui, effectivement, il avait un petit peu ce côté tyrannique. Moi, tout ça a été sourcé, c'est-à-dire que c'est des interviews de gens qui ont travaillé avec lui, hein, qui racontent des choses. Vous êtes basé sur des faits réels. Exactement. En revanche, ce qu'il disait, c'est que Blanche-Neige a été un moment exceptionnel dans la vie du studio parce que il y a eu un engouement total et tout le monde savait qu'ils étaient en train de créer quelque chose d'unique. Oui, c'est ça, ça n'avait jamais été fait. Non, et jamais. comme vous l'avez dit, c'était un côté révolutionnaire. Il allait changer, l'animation. Et les artistes le savaient, le sentaient, et du coup, les gens venaient de tous les États-Unis, de partout, pour venir travailler auprès de lui et pour réussir à mener à bien ce Et pourtant, projet. c'est compliqué parce qu'on voit son frère avec qui il travaille lui dire, on le disait tout à l'heure, d'abandonner, de trouver des financements aussi. Alors, il y a une scène assez incroyable où en accéléré, alors on peut faire, je sais pas, ça dure 2 minutes. Hein, c'est Blanche-Neige en 2 minutes, résumé en 2 minutes, c'est très très bien c'est mon moment mimé. préféré du spectacle. Exactement. Mais ça, c'était compliqué. Alors qu'on pouvait se dire quand même, il avait niqué, il avait fait ses preuves, Walt Disney. Alors, il avait fait ses preuves, mais c'était un budget. Aujourd'hui, c'est vrai que 1 400 000, ça nous paraît pas grand-chose, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est des budgets pour des tout petits films. À l'époque, c'était colossal. Il faut le rapporter à l'époque. Il y a eu l'inflation depuis. Mais il avait fait ses preuves, mais ce qu'il dépensait était complètement dispendieux, c'était complètement fou. En fait, il faisait des embauches à coût de 200 personnes pour Disney, pour Blanche-Neige. Il a fait construire des décors en grandeur nature, il a fait faire les costumes, il a embauché des comédiens. Des chanteurs. Des chanteurs, exactement. Il a fait composer des tonnes de musique, il faisait venir des animaux, c'était devenu un zoo géant pour que les dessinateurs puissent être confrontés au réel, quoi, vraiment pour pouvoir dessiner le plus précisément possible un lapin, une biche. C'est très réussi parce que vraiment, il va même vous raconter le processus de comment il a choisi le nom des 7 nains. Lui, il a touché des millions d'enfants, des millions de parents. Vous aussi, vous aimez écrire pour les enfants. Il y a L'Effet Noël, écrit avec Aurélie Cabrel. Et vous co-signez l'adaptation et la mise en scène de Zélie la pirate. Tout à fait. C'est à voir en ce moment au Grand Point Virgule à Paris jusqu'en mars 2026. Vous aussi, vous avez envie de susciter l'émerveillement, l'enchantement et vous adresser aux enfants ?
Je pense que oui, effectivement, je suis certainement moi aussi une grande enfant. Avec mon amie d'enfance Aurélie Cabrel, du coup, on a fait la mise en scène de Zélie la pirate. Et quand on a joué pour la première fois le spectacle, on s'est regardé, on a dit ça y est, on a fait notre pestacle. Parce que quand on était petite, on a passé notre vie à créer des pestacles. On était tout le temps en train d'imaginer des scénarios, en train de jouer, de créer, de monter des spectacles, etc. Et j'ai gardé cette âme-là, oui, et j'ai envie de parler le plus possible à tous les enfants et à tous les grands enfants aussi. Parce que moi, ce que j'aime, c'est les histoires. Oui, parce qu'il faut aussi intéresser les parents, c'est ce que vous m'avez dit. C'est bien que les enfants s'amusent, mais les parents aussi, sinon ça devient un peu une punition. Oui, voilà. Moi, j'ai un enfant et j'en ai fait plein des spectacles. Alors, comment on fait pour trouver l'équilibre? C'est ça la complexité? Alors, l'histoire, très sincèrement, elle était déjà extra. C'est tiré d'un livre. En fait, on a adapté le livre, le conte musical, avec les musiques qui étaient d'enfer, qui ont été écrites par les 3 auteurs du livre et composées par Estelle Dehu. Le livre était déjà extrêmement efficace. L'histoire fonctionnait, les personnages étaient très touchants, très marqués, très marrants. Donc, l'histoire était là. Maintenant, on y a mis notre petite touche à nous, avec beaucoup d'humour. On a ajouté beaucoup d'humour. On a des personnages et des comédiens exceptionnels qui nous ont... porté le spectacle. Oui, mais c'est pas plus compliqué quand même de s'adresser aux enfants? Ils sont pas plus exigeants? Non, je crois pas. Je crois que nous, par contre, on a l'exigence de devoir être plus exigeants pour les spectacles pour enfants. Justement, moi, c'est un peu ce que je reproche souvent, c'est qu'on a tendance à penser que c'est facile de faire du spectacle pour enfants, qui sont pas très exigeants, qui n'ont pas besoin de grand-chose. Et je pense que si, justement, il faut leur donner le maximum pour qu'ils puissent être émerveillés, pour qu'ils aient envie de rêver, pour qu'ils aient envie de grandir, de rire. C'est essentiel. Oui, et c'est pas simple peut-être encore aujourd'hui, plus qu'à l'époque de Walt Disney. Donc Walt, la folie Disney, donc ça se joue à Paris, au Lucernaire. Merci beaucoup, Fanny Duparc, d'être venue sur notre plateau. Merci beaucoup. Et c'est jusqu'au 18 janvier.